Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. La parole au livre. La parole au livre. Auteurs locaux et nationaux au micro de Pascal Marmé. Pascal Marmé. Romans, biographies, polars, nouvelles, policiers, contes et légendes, c'est la littérature locale et nationale sur Fréquence Méditerranée. La parole au livre. La parole au livre. Avec Pascal Marmé. Avec Pascal Marmé. Bonjour chers amis, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée, en FM cette année 90.9. Aujourd'hui j'ai la joie et le plaisir de recevoir mon ami, parce qu'on va se tutoyer aujourd'hui, on est entre amis, l'écrivain voyageur Hugues Poujade. Alors bonjour Hugues, bonsoir plutôt. Bonjour. Alors Hugues, vous êtes né à Rennes, enfin tu es né à Rennes, pardon, vous voyez, j'ai du mal à... Oui. Parce que là, d'habitude je vous vois toujours mes invités. Bon, on va pas faire l'émission en breton. Mais nous, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vie. Tu es né à Rennes, tu as fait des études de droit à Nantes et puis après tu es passé par Paris, des études de sciences politiques à la Sorbonne. Tu as soutenu une thèse sur l'idéologie du régime Pinochet sous la direction d'Armando Uribe. Uribe, pardon, ancien ambassadeur du président Allende, Salvador Allende. Ouais. Pigiste pour des journaux d'information parisiens, tu t'es intéressé ensuite aux écrivains voyageurs, participant dans les années 80 aux réunions de l'Idiot International et côtoyant Jean Edernalier, Jean Dutour et Philippe Solers. On va parler de ça. Oui. Parce que ça intéresse nos auditrices et nos auditeurs, évidemment. Intervenant à la faculté de droit de Nice, spécialiste de l'Égypte moderne, tu as publié plusieurs romans, une quinzaine, je crois. Ouais. Aujourd'hui, on en a 3. On en a sélectionné 3 parmi ta nombreuse collection de livres. Alors, ce sont des thrillers, des nouvelles, des témoignages, dont aussi un essai sur Jean Edernalier. Et oui. Alors, pourquoi Jean Edernalier ? Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Jean Edern ? Alors, Jean Edernalier, j'étais un jeune homme plein d'entrain, plein d'élan, qui habitait Paris à l'époque. Et pour me faire un petit peu d'argent, en même temps que je suivais mes études, je travaillais dans un cabinet immobilier à Montparnasse, pour être précis. Dans les années 80, ça ? Dans les années 80, voilà. Tout à fait. C'était juste avant l'élection de Mitterrand à la présidence. Et donc, il y avait une espèce d'effervescence. On sentait bien que la gauche n'allait pas tarder à arriver au pouvoir. Sauf que moi, là-dedans, j'étais un sinistre inconnu. J'avais écrit quelques piges dans différents journaux, comme La Croix, Le Monde. À l'époque, c'était facile d'écrire des piges dans les journaux. Les gars signaient à votre place, ils payaient, et on n'en parlait plus. Oui, c'était pas mal, oui. Voilà, ça faisait une expérience. Ouais. Et puis, je me suis dit un beau jour, il faut quand même que j'essaie de gagner un peu d'argent. Et donc, je suis, par des contacts, des rencontres, je suis rentré dans un cabinet immobilier à Montparnasse, en face la closerie des Lilas. Donc, parcours. C'est quand même un bel endroit. Bel endroit, bon restaurant. Voilà. J'ai appris plus tard que Jean Edernalier, d'ailleurs, il passait un petit peu sa vie et qu'il s'y passait des choses un peu bizarres dans les sous-sols. Voilà, je le raconte d'ailleurs ça dans l'essai que j'ai fait sur lui. Et un beau jour, donc j'étais à mon agence, tranquillement, en train d'attendre le client, comme on dit, et de sélectionner un petit peu les biens immobiliers. Voilà, les biens immobiliers qui pouvaient se présenter sur le marché. Arrive une charmante jeune fille qui, ma foi, me dit moi, je cherche une location, mais une location meublée dans le quartier Odéon. Et je lui dis pourquoi Odéon ? Elle me dit voilà, parce que j'ai été embauché par Jean Edernalier comme secrétaire. Et j'ai besoin d'être à côté de chez lui, puisque lui, à l'époque, et ça a duré quelque temps, il habitait Place des Vosges. Du coup, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, ça avait quand même un peu éveillé mon attention. Je lui trouve un appartement en plein Odéon et m'invite à la crémaillère, on fait connaissance. Elle me dit, ah bon, t'écris des articles dans les journaux, il me dit, t'écris pas un bouquin par hasard ? J'ai dit, j'en ai un en tête que je prépare, etc. Ah elle me dit, si tu veux, je te présente Jean Edernalier. Alors moi, à l'époque, Jean Edernalier... Ravi. Ah oui, quand même, c'était quand même le coup de peau, comme on dit. Ouais. Et je me retrouve bombardé chez Albin Michel, puisqu'à l'époque, il était directeur de collection chez Albin Michel. Il avait ses bureaux là-bas. Il avait ses bureaux comme directeur de collection chez Albin Michel. Et donc, je me revois sous les grandes verrières d'Albin Michel, rue Huygens à Paris. Oui, je connais. Et tous les jeudis après-midi, on se réunissait. Il réunissait une quinzaine d'auteurs en général pour mettre en place un petit peu le futur numéro de l'Idiot International. Alors, il faut rappeler l'Idiot International, Voilà. que c'est un journal au départ qui a été fondé par Jean-Paul Sartre. Tout à fait. Et là, il avait repris sous le titre Le Nouvel Idiot. Voilà, Voilà. Nouvel Idiot. Alors, c'était bien sûr un journal très polémique. Oui.
comme d'ailleurs l'était Darnali en général. Et ses émissions de télé aussi, Et on s'en ses souvient, émissions de télé. dans les années 2000. N'en parlons pas, quand il jetait les bouquins des auteurs À la poubelle. à la poubelle, ça a laissé quelques souvenirs cuisants à certains. Certains auteurs et certaines maisons d'édition qui n'étaient pas très contentes Voilà. aussi. Et moi, j'arrive là-dedans, on me dit, tu peux écrire des articles. Alors, il y avait des thèmes assez divers. On pouvait écrire aussi bien sur la gastronomie, sur le dandysme, sur je ne sais quoi encore, ou sur le socialisme, pourquoi pas. Moi, d'ailleurs, je me rappelle avoir fait un article sur le dandysme où, comme j'avais l'occasion de croiser quelquefois Karl Lagerfeld dans le quartier Odéon, d'avoir échangé un petit peu avec lui, j'avais fait un article sur Karl Lagerfeld, par exemple. Ça avait beaucoup plu à Darnali, parce qu'il était toujours à la recherche un petit peu du truc un peu piquant qui dérangeait, quoi. Oui, d'ailleurs, tu avais soumis ton manuscrit sur les chiens. Il y avait une 60aine de pages. Voilà, j'avais une ébauche de manuscrit qui n'était pas publiée, qui parlait du cimetière de chiens de Paris, enfin de Paris d'Asnières-sur-Seine, en Livre l'occurrence. que tu publieras bien des années plus tard. Hein, Voilà, que j'ai après un petit peu gardé sous le coude, Voilà. puisque j'en ai publié un autre qui parlait plutôt de l'Égypte que du cimetière de chiens. Voilà. Et donc, les derniers m'avaient dit, je la rencontre, je ne l'ai pas impressionné en fait, mais je me disais, ce monsieur quand même, il m'intéresse. Il me dit, ouais, c'est pas mal ton bouquin, faudrait me donner une mouture un peu plus aboutie. Je lui dis, pas de problème, voilà. Et pendant ce temps-là, on écrivait des articles, on se voyait tous les jeudis après-midi avec différents auteurs. Il faut quand même imaginer qu'à l'époque, ils réunissaient autour de la même table Houellebecq, qui était un jeune auteur, Philippe Solers, Jean Dutour. Académicien. Voilà. Le frère d'Olivier, qui s'appelait Olivier Poivre d'Or, le frère du fameux Patrick, Nicolas Avril. Enfin, il y avait vraiment le gratin littéraire de l'époque. Gratin de la littérature. Voilà. Et moi, là-dedans, évidemment, personne ne me connaissait, à tel point qu'un beau jour, Dutour vient me voir, me dit mais t'es qui, toi? Je lui dis moi, je suis très modestement Hugues Poujade. Hugues Poujade, voilà, un ami de la secrétaire de Jean Ederne. Tout le monde l'appelait Jean Ederne, hein. Même si tout le monde ne le portait pas forcément dans son cœur. Il dit, j'aime mieux ça. Il me fait, je lui dis, bon, pourquoi? Et il me dit, parce qu'on pensait que Jean Ederne t'avait mis là pour nous espionner. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là pourquoi il me jetait des regards un peu bizarres des fois, et je me suis dit, il y a une parano collective qui était entretenue autour de moi, de ma présence, puisque je revenais toutes les semaines, moi, alors qu'il y en a qui se faisaient jeter. C'est un peu la spécialité des derniers, ils jetaient les gens qui n'avaient plus envie de voir. J'étais les gens comme les livres. Comme les bouquins, un peu, voilà. Et avec Dutour, du coup, on a noué une espèce de complicité. Après, c'est un mec assez sympa, probablement plus avenant et plus, je veux dire, moins snobinard que des gens comme Philippe Solers, par exemple. Voilà. Philippe Solers, je le voyais arriver, il avait un fume-cigarette de 3 mètres de long. Il avait ses airs, il prenait... moi, je suis une pointure en littérature, etc. Bon, il l'est peut-être, c'est sûr. Moi, j'ai un peu de mal avec ses... Un grand écrivain, quand même. C'est un grand écrivain, il écrit bien. Bon, même si on peut avoir quelques difficultés avec ses bouquins, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc, je navigue autour de ça. Et un beau jour, le dernier se fait virer de Chalmin-Michel. Il nous dit, c'est pas grave, je vais garder les meilleurs. Bon, là, je me dis, ça y est, je suis mort. Ah ben non, il garde les meilleurs et dit, je vais faire mes réunions du jeudi. Au lieu de les faire chez Chalmin-Michel, je vais les faire chez moi, place des Vosges. Donc, on avait rendez-vous tous. Moi, je faisais partie, évidemment, de ceux qui avaient été sélectionnés. Et tous les jeudis après-midi, on se voyait chez lui, place des Vosges, dans un super hôtel particulier. Là où il habitait, en fait. Où il habitait. Après, il l'a revendu, parce que c'était un peu compliqué. Il avait racheté... Alors, moi, c'est marrant, parce que je devais attirer les confidences. Il me faisait beaucoup de confidences. Il m'avait notamment raconté que son appartement, il le rachetait mètre carré par mètre carré. Je trouvais ça un peu bizarre. J'ai dit, t'en es arrivé où? En déconnant, je lui ai dit, t'en es à la cuisine, au machin? Il dit, ouais, j'ai plus que la salle à manger à payer. Enfin, c'était du Jean Énerné tout craché. C'était vrai ou faux? Fallait oui, un peu grand auteur, mais un peu mythomane, un peu... on rappelle l'histoire du faux enlèvement aussi, de Dernalier, dans les années... Alors, même sa mort est suspecte. Sa mort est suspecte. D'ailleurs, le bouquin que j'ai écrit sur lui, l'essai que j'ai écrit sur lui par-delà, des hypothèses de sa mort... l'enlèvement, je l'ai vécu en quelque sorte en direct, puisque le jour où il a été enlevé, le soir même, j'avais rendez-vous avec sa secrétaire, dans un bar Odéon, justement. Et je la voyais pas arriver, et puis je patiente, j'attends un petit peu, puis je la vois arriver en pleurs, effondrée, me disant, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? On a enlevé Jean Ederne. Personne ne savait, personne n'était dans la confidence, je l'ai su après, d'ailleurs, même sa propre femme ne savait pas qu'il s'était fait enlever tout seul. Incroyable. Il avait été se réfugier après avoir mis le Bronx un peu partout, que la police nationale le cherchait partout, etc.
il avait été se faire héberger par un copain à lui qui tenait une radio libre. Il faut savoir que dans les années 80, les radios libres, il y en avait partout. Un peu comme Radio Fréquence Méditerranée, chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, sur 90.9, c'est bien. Et en fait, le truc des araignées, c'était de dire, moi, j'ai pas à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, j'ai pas les réseaux sociaux, donc je vais faire le buzz chaque fois que je vais sortir un bouquin. Donc une fois qu'il s'était fait enlever, une fois qu'on l'avait retrouvé, évidemment, il sortait un bouquin qui connaissait un succès évidemment médiatique évident. Voilà. Oui, puis c'était un personnage. Il était spécial. Il était un peu mythomane. Il était un peu drogué aussi. Il aimait bien la cocaïne. Il marchait beaucoup à la cocaïne, on peut le dire maintenant. Ouais, il buvait aussi pas mal. Hein. Il était plutôt au gin lui, hein. Mais bon. Il fumait beaucoup. Il fumait énormément. Mais bon, malgré tout, on connaît l'écrivain, on connaît le polémiste, mais il avait une multiplicité de talents, notamment il était très doué en peinture. Il y a peu de gens qui le savent. Oui, il y a peu de gens qui le savent. Voilà, on trouve encore aujourd'hui sur le net, on trouve des toiles de lui qui valent fort cher, parce qu'évidemment, comme il était un peu connu, ça se revend très facilement. Mais il avait un talent. Et donc son truc, c'était de dire... moi, je veux finir peintre, je veux pas finir aveugle, parce qu'il avait la hantise aussi de perdre son second œil. Oui, il avait un œil de verre. Voilà, il avait un œil de verre. Il avait perdu le premier dans un accident de jeunesse. Mais là aussi, il y avait des versions multiples et diverses qui circulaient. Il a même été jusqu'à raconter un jour qu'il l'avait perdu sur un char à Budapest au moment de l'invasion des Soviétiques. En 68. Oui. Voilà, enfin bon, c'était du énarnelier. En fait, c'était son frère qui lui avait crevé un œil à l'époque. Oui, voilà, tout simplement. Par accident, hein, évidemment. Et donc c'était ça. Il me racontait qu'il aurait bien aimé, comme du Tour, être à l'Académie française. Bon, sauf que personne n'en voulait à l'Académie française. Ils se sont dit, on va pas faire rentrer un Hubert comme ça, parce que sinon il va nous mettre ça va être le bordel à l'Académie française. Il serait rentré en scooter, c'est ce qu'il voulait. Hein. Il voulait rentrer en scooter. Alors l'Institut à Paris, pour ceux qui connaissent, il y a quand même quelques marches. C'est pas facile déjà d'y accéder. Il voulait rentrer en scooter. Il voulait rentrer en force à l'Académie française. Mais tout ça, c'était de la provoque, en fait, ni plus ni moins. C'est un grand provocateur. Mais voilà. Un bon écrivain, il est un peu oublié. Aujourd'hui, c'est dommage. Il est très oublié. Il faut relire un peu les ouvrages de Jean Edernalier. Il était il admirait beaucoup, son écrivain préféré, c'était Chateaubriand. Ouais. Il était très inspiré par Chateaubriand. Alors, Chateaubriand, aujourd'hui, c'est vrai que les romantiques, toute cette époque-là, c'est un petit peu tombé en désuétude. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que Chateaubriand est un steak, donc ça change un peu. Bon, mais on adore Jean Edernalier, mais on voudrait parler de toi. Oui. Et on voudrait parler de ton actualité. Voilà. Hugues Poujade, l'écrivain voyageur. Je le reçois aujourd'hui dans La Parole aux Livres, le live. Raconte-nous quand même cette anecdote avec ce député Poujade que tu as rencontré aussi, parce que c'est un homonyme. Voilà. Alors là, ça me titillait depuis longtemps. Dès que je me disais, je m'appelle Poujade, on me disait, ah oui, vous êtes comme le... Tout le monde ne savait pas qui c'était d'ailleurs, parce que Poujade, tout le monde connaissait le nom, mais pas forcément quelle action il avait menée. Voilà. Il y en a qui confondaient en plus avec le député poujadiste. Oui, député poujadiste. Qui était gaulliste et qui était député maire de Dijon. C'est pas lui. Voilà. Eh ben, c'est pas lui, mauvaise pioche. C'était le papetier de Saint-Céré, un petit village du Lot, qui avait monté un mouvement qui s'appelait l'UDCA, Union des commerçants et artisans, qui résistait à l'époque à De Gaulle et qui avait entamé une fronde sociale et fiscale colossale, à tel point qu'ils se sont fait élire à l'Assemblée nationale. Il y avait à peu près 50 et quelques députés poujadistes à l'époque, dont Jean-Marie Le Pen, pour expliquer un petit peu l'horizon de Pierre Poujade. Pierre Poujade, voilà. Et on pouvait dire, alors moi je m'étais dit, bon, il y a un truc à gratter. Un beau jour, j'étais en cours à la Sorbonne et j'ai un prof qui me dit, vous n'iriez pas... moi, je demande des gens qui sont volontaires pour faire des exposés sur les corporations et les métiers français. Ah, je dis, moi, j'ai une idée. Si vous voulez, je vous fais un exposé sur Pierre Poujade. Au début, je ne savais pas où j'allais. Hein. J'ai appelé Pierre Poujade. Il me dit, OK, banco. J'appelle Pierre Poujade qui me reçoit une semaine après. Vous appelez vraiment Poujade? Oui, je vous assure. Et il me reçoit une semaine après et on discute à bâton rompu de rugby. Il était fanatique de rugby, d'Algérie française, puisqu'il y avait quelques séquelles. Ouais, voilà, il avait beaucoup fréquenté cette époque-là. De son inimitié pour De Gaulle, de son amour pour Pompidou. Alors, allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Il aimait bien Pompidou, il ne pouvait pas avoir De Gaulle en peinture. Et de tout ce qui pouvait se passer dans le monde, etc. Et de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il l'avait quand même eu comme député chez lui. Hein. Voilà un petit peu mes premières... Alors, c'est vrai que, bon, là, j'ai scotché tout le monde à la Sorbonne quand ils m'ont entendu parler de Pierre Poujade, comme ça, parce que l'entretien, il avait quand même duré plus d'1 heure. J'avais quand même eu le temps de lui donner quelques informations intéressantes. Mais c'est un homonyme, on le dira bien, tu n'es pas... C'est un homonyme. Je pense quand même que Poujade étant un nom du sud-ouest, qui veut dire petite montagne en béarnais,
Je pense que nous avions des racines, des cousinages lointains peut-être, mais que c'est un peu la même branche, quoi. Voilà. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est une anecdote que je voulais citer, mais revenons à ton actualité quand même, Tout à fait. parce que tu viens de sortir un livre aux éditions Encre Rouge, qui est très intéressant, qui s'appelle Terreur dans le Township, aux éditions Encre Rouge, donc André Israël, Tout un à fait. éditeur qui était de Corse, qui est passé en Bretagne. Bretagne. Alors, qu'est-ce que c'est un township? Alors, un township, on a un petit peu entendu le mot à l'époque de Mandela à la télé, ils en ont beaucoup parlé, les townships. Les townships, c'est des gros bidonvilles qui ont été construits à la périphérie des grosses villes sud-africaines. Voilà, Township, mot à mot, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est le bidonville, quoi. C'est le bidonville, voilà, exactement. Il se trouve que dans ces bidonvilles, qui peuvent représenter jusqu'à, comme notamment un gros bidonville dont je parle, c'est le bidonville de Diepsloot, qui est à la périphérie de Johannesburg, on y compte quand même 400 000 habitants. C'est pas des petites bourgades insalubres. Voilà. Là, c'est vraiment des grosses villes. Mais des grosses villes où dedans, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité souvent. Le tout à égout n'existe pas. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, je suis allé me promener un petit peu là-bas. Oui, parce qu'il faut vous préciser, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée, que mon ami Hugues Poujade, écrivain, est un écrivain voyageur, c'est-à-dire qu'il voyage beaucoup. Là, il revient d'Afrique du Sud, et à chaque fois que tu pars dans un pays, tu sors un livre ou une nouvelle. Souvent. Ouais, Hein. ouais. Donc là, tu as visité l'Afrique du Sud, tu es allé à Johannesburg, tu as pris un guide, et tu as voyagé un petit peu. Tu es allé non, tu n'es pas allé à Pretoria, mais Si, j'ai fait Pretoria aussi, qui est à 50 km de c'est Johannesburg. ça, voilà, à peu qui est la près. capitale officielle. Tout à fait. C'est comme New York et Washington. Voilà, Il exactement. y a une capitale administrative et une capitale plus économique. On Et va tu dire. es allé aussi au Cap, le Cap, Le Cap, mais qui est plus dans le qui sud. est vraiment très au sud, lui, pour le coup. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et C'est alors immense. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, ça correspond à la France, l'Italie, une partie de l'Allemagne et de la Belgique réunies. Hein. Oui, donc c'est un territoire très vaste. C'est un grand pays. hein. Ouais. Et donc, tu as voyagé, tu es resté longtemps là-bas, tu es resté 3 Je semaines. suis resté 3 semaines, ouais. Voilà, et tu as sorti ce livre en 2025, puisqu'il est tout récent. 2025, tout à fait. Hein, alors, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du livre, tout simplement? Voilà, le pitch du livre, c'est très simple, que j'avais eu l'occasion de parler, d'échanger notamment beaucoup avec des rangers. Les rangers, ce sont ces fameux gardes des parcs nationaux, et des parcs Voilà. nationaux, il y en a quand même quelques-uns. Il faut le préciser quand même. À commencer par le parc Kruger, que beaucoup de gens connaissent. Le parc Kruger, c'est la surface de la Belgique. Donc ils sont une vingtaine de gardes pour surveiller la Belgique. Ils sont bien contents d'avoir vu arriver les drones, par contre. Ouais. Ça leur permet de surveiller les braconniers d'un peu plus près. Pour la sécurité. tout Voilà. ça, voilà. Parce que malheureusement, pour en avoir parlé avec ces gens-là, le braconnage essentiellement, c'était contre les rhinocéros. Les rhinocéros, pas forcément pour les mettre en cage ou dans des zoos européens ou ailleurs, c'était pour arracher la corne et qu'elle parte dans les pays asiatiques. Puisque la corne de rhinocéros avait des vertus soi-disant aphrodisiaques et je ne sais quoi. Oui, Voilà. on en parle de ça. Voilà. Est-ce vrai? Ça, c'est encore Voilà. une autre histoire, mais enfin, on en parle. Donc toujours est-il que les pauvres rhinocéros aujourd'hui, ils ont quand même considérablement ralenti là, avec les pénalités qu'ils ont mis. Ils ont durci la loi. Maintenant, on peut risquer jusqu'à 25 ans de prison pour avoir descendu un rhinocéros. Ouais, c'est comme les éléphants. Voilà, ça fait quand même un peu réfléchir. Donc la mortalité des rhinocéros a considérablement diminué. Donc je suis parti de l'histoire d'un ranger, effectivement, pour avoir quand même fait 6 safaris en l'espace de 3 semaines. 6 safaris, Dont un de nuit. dont un de nuit. Alors, Voilà. c'est peut-être le plus impressionnant, parce que le safari nocturne, on ne sait pas où on va. On voit des yeux dans la nuit qui brillent. Ah oui, c'est Mais impressionnant. on peut tomber sur un lion, comme on peut très bien tomber sur un vulgaire fennec. Ou, voilà. Bon. Ah non, mais c'est passionnant. Un écrivain voyageur, c'est quelqu'un qui va vraiment sur les lieux qu'il décrit. C'est Tout à ça fait. qui est intéressant. C'est passionnant, c'est du vécu. Voilà, ils Très- sont même arrivés à me faire bouffer de l'impala. L'impala, c'est Une sorte d'antilope. C'est une sorte d'antilope. C'est pas mauvais en plus. Hein. C'est bon. J'ai mangé de l'impala. Bon, c'est tout à fait légal là-bas. Il y a pas de. Il y en a à foison des antilopes. Oui, de mais ce ça, genre-là. c'est les lions qui les chassent, ou Voi- les guépards. aussi. Voilà, c'est réservé aux lions, à tous les félins. tous les prédateurs, quoi. Voilà. Et donc je raconte l'histoire de ce ranger qui s'appelle Sitole Rolilala. Rolilala, il faut savoir que c'était un des diminutifs de Mandela. Voilà. C'est celui qui sème le trouble, hein, en sud-africain, en dialecte sud-africain, parce qu'il y en a 11 dialectes sud-africains, je ne vais pas tous les énumérer.
Rolila Sitolet, donc c'est mon ranger. Il habite officiellement, quand je dis officiellement, il a sa petite famille qui habite dans un ghetto, enfin dans un township à Johannesburg, et lui, évidemment, il est ranger dans le Kruger. Et donc c'est en discutant avec tous ces rangers que j'ai pu croiser, que j'ai vu un petit peu comment ils vivaient, quelles étaient leurs contraintes, notamment la contrainte de ne gagner que $700, mais pour eux déjà c'est une grosse somme. La vie est chère là-bas. La vie oui, effectivement est relativement chère par rapport au pouvoir d'achat des Mais Sud-Africains. moins cher que chez nous. Moins cher que chez nous, bien évidemment. Mais 700, ils sont contents déjà. $700, c'est déjà un bon salaire pour eux. Oui, ça fait la moitié d'un SMIC à peu Voilà, près. en gros c'est ça. Hein. Bon, ils arrivent à vivre avec $700, bien, Mais c'est juste. et se payer un appartement, etc. Hein. Bon, Ah oui, ils ne sont pas dans le voilà, dans les townships. sachant que dans les townships, il y a de tout. Il y a des locations, il y a des propriétaires, il y a aussi des logements sociaux qui ont été construits par Mandela, à la grande époque de Mandela. Je dis la grande époque de Mandela parce que malheureusement aujourd'hui, la grande époque de Mandela, on a un peu tendance à la mettre à toutes les sauces et à oublier ce que lui vraiment voulait. Hein. Il y a aujourd'hui une caste de dirigeants sud-africains très corrompus qui ont récupéré l'héritage de Mandela pour en faire un étendard et rien d'autre. Ils n'appliquent absolument pas l'idée de Mandela. Voilà. Donc le township, c'est un melting pot en fait. Oui, c'est ça. C'est un bidonville amélioré Voilà. un petit peu. Et mon ranger, donc pour gagner sa vie, hein, il y en a quand même quelques-uns à qui ça arrive. Il est à 400 km du parc Kruger et pendant un mois, il part dans le parc Kruger. Évidemment, il est logé sur place pour évidemment protéger les animaux, promener éventuellement les touristes. Voilà, c'est un petit peu le ressort le ressort de ce personnage. Hein. Et à travers ça, évidemment, vont se greffer des histoires de braconniers, puisque là-bas, il y a des trafics, je disais tout à l'heure, de cornes de rhinocéros, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le trafic d'animaux tout plus basique, hein, Oui. où on va envoyer des girafes, des zèbres un peu partout. Bon, ben ça, c'est le patrimoine. Ils ont quand même un peu pris conscience aujourd'hui, hein, pour se rendre compte qu'effectivement, il ne fallait pas laisser faire n'importe quoi. Hein. C'est quand même un patrimoine mondial naturel exceptionnel qu'ils ont. La savane, c'est joli aussi. Il y a pas. Oui, non, mais voilà. ça fait partie du patrimoine historique de l'Afrique du Sud. Hein. Et ça raconte à travers les meurtres qui peuvent se produire, parce que c'est quand même un pays très violent. Mais Donc, c'est ça, tu me disais, tu peux pas sortir le soir, ou alors il faut être accompagné d'un guide. Vaut mieux se promener le soir avec un noir. Moi, j'avais eu le pot de tomber sur un Congolais qui s'appelait comme moi, lui, il s'appelait Hugues. Oui, ce qui est incroyable. Qui était médecin au Congo, mais qui avait voulu s'expatrier en République sud-africaine pensant qu'il allait gagner beaucoup d'argent. Sauf qu'en République sud-africaine, il n'y a pas d'équivalence du titre de médecin avec le titre de médecin congolais. Donc du coup, il s'était dit, il faut que je trouve de l'argent rapidement. Il s'était mis guide touristique et ça lui a rapporté, m'a-t-il dit, beaucoup plus d'argent que s'il était resté médecin. Ah, c'est terrible. Voilà. Bon, voilà, je vous conseille ce livre, hein, allez vite l'acheter. Donc, il est publié aux éditions Encre Rouge. Ça s'appelle Terreur dans le Township. Terreur dans le Township. Township, c'est le bidonville sud-africain. Et il y a une jolie couverture. Oui. C'est un criminel. C'est l'un des plus grands criminels d'Afrique du Sud, dont j'ai chopé la photo dans l'ancien pénitencier de Johannesburg. Il y avait des photos d'une trentaine de grands criminels affichés, et on m'a dit celui-là, c'était un des plus dangereux. Il a été emprisonné avec Mandela, d'ailleurs. Il voulait tuer Mandela, lui. Et il avait dans le projet, un de ses projets, c'était de tuer Mandela. Sauf que Mandela, on l'a exfiltré, il est parti après sur une île au large. Oui, parce qu'il a fait plusieurs, il est resté longtemps emprisonné, Mandela. Combien d'années? 25 ans de prison en tout. Oui, dans 3 établissements, je crois. Dans 3 établissements différents. Ce qui était bizarre dans le comportement de Mandela, enfin ça s'explique, mais c'est que lui ne voulait pas être libéré. Parce que quand les Blancs ont vu l'importance que prenait Mandela, ils voulaient à tout prix le remettre en liberté, pensant qu'ils allaient apaiser les conflits entre Noirs et Blancs, et notamment la virulence de l'ANC, African National Congress, pour préciser aux auditrices et aux auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée. Et lui refusait obstinément d'être libéré. Voilà un petit peu la trajectoire de prisonnier de Mandela. Quoi. Mais il a quand même été libéré. Il a été libéré. Et après, il a été président. Et effectivement, ils ont organisé le pouvoir blanc a accepté d'organiser des élections libres. Donc est arrivé ce qui devait arriver. L'ANC a eu la majorité.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élu le président de l'ANC, ils l'ont élu le président de la République. Ce sont les députés qui élisent le président, ce ne sont pas les citoyens comme chez nous. Oui, c'est un petit peu comme aux États-Unis. Voilà. C'est un système américain. Voilà. Ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, l'ANC a perdu la majorité l'année dernière. Donc, bien embêtés, se disant on risque de perdre le pouvoir, ils ont fait une alliance. Ils ont trouvé un parti quand même relativement important en termes de population, qui est le parti Zoulou. Donc, voilà, les fameux Zoulous. L'ANC s'est allié avec les Zoulous et aujourd'hui, l'ANC continue à gouverner en donnant quelques postes de ministres à différents Zoulous. Voilà comment ça s'est passé. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur l'Afrique du Sud, si vous voulez voyager, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Fréquence Méditerranée, allez acheter ce livre, Terreur dans le Township, publié aux éditions Encre Rouge. Et j'ai d'autres livres avec moi. J'ai un succès, un livre qui s'est vendu à plus de 7000 exemplaires, qui est en fait une ressortie. Alors, explique-moi, Hugues, un peu. Bain de sang sur la Riviera, en fait, c'est coup de sang dans la marina. C'est coup de sang dans la marina, pour Voilà. ceux qui ont pu l'acheter. Il se trouve que ça se passe sur la marina de Villeneuve-Loubet. Où tu vas habiter. Où je ne vais pas tarder à déménager, effectivement. Oui, parce que c'est plus facile quand on voyage beaucoup de fermer la porte d'un appartement que de fermer la porte d'une maison, hein, déjà. Et ce bouquin, c'était au départ un bouquin de commande. C'est-à-dire que ce sont les éditions Baie des Anges, bien connues, qui m'avaient passé cette commande en me disant « il faudrait que tu écrives un polar ». Je n'avais pas écrit de polar encore à l'époque. Et j'avais dit au directeur de Baie des Anges, j'avais dit « si tu veux, je t'écris un polar ». Il voulait un polar local. Je lui ai dit « écoute, je t'écris un polar sur la marina. Ouais. J'y suis souvent, je connais tout le monde. Bon, ça facilitera quand même un peu le scénario ». Il me dit « ok ». Et puis, au bout de 6 mois, je lui sors la mouture. Il me dit, oh, bah non, finalement, cette année, je publie des bouquins sur la montagne. Je lui dis, bah, écoute, c'est bien dommage, tant pis pour toi. Moi, je vais trouver un éditeur à Paris. J'ai trouvé un éditeur qui s'appelle Le Lys Bleu, qui d'ailleurs a dû être surpris que je propose un bouquin sur Villeneuve-Loubet. Mais le directeur de Lys Bleu, pareil, je l'ai vu au téléphone, à l'époque, on les avait facilement, me dit, oui, mais moi, je connais, j'y passe toutes mes vacances. Donc, déjà, on partait sur un terrain connu. Donc c'est l'histoire d'un habitant de la marina qui tombe du 10e étage. Il faut savoir que le plus haut niveau à la marina, c'est 20 étages quand même. Oui. Déjà du 10e étage, on peut se faire très mal. Et il n'y a pas très longtemps, sur un salon du livre, justement, j'ai rencontré le pompier, comme quoi la vie est marrante, j'ai rencontré le pompier qui avait ramassé le gars qui est tombé du 10e étage. Et donc tout le bouquin va tourner autour de l'histoire de ce gars qui est tombé, et de savoir pourquoi il est tombé, qui l'a poussé, etc. Parce qu'il n'est pas tombé tout seul, en fait. Voilà, donc c'est un polar qui se passe dans la marina. Ouais. On rappelle la marina, le promoteur c'était Jean Marchand. Des gens marchands, effectivement. Et c'est dans les années 70 qu'a été construit ce complexe Voilà. d'appartements magnifiques d'ailleurs, Tout à fait. avec des jolies terrasses il y a pas mal qui ont vue sur mer quand même. sur le port. Sauf qu'au début, personne ne voulait y habiter. Parce que les gens se rappelaient d'un terrain qui était à l'origine un marécage, qui était rempli de moustiques. Personne ne voulait y aller. Ça a pris une valeur folle aujourd'hui. Oui, c'est très cher, c'est très chic là-bas. Et à l'époque, personne ne voulait l'acheter, ni y aller, ni y habiter, hein, à plus forte raison. Donc c'est vrai qu'avec ce bouquin, on a vraiment fait un tabac. Et c'est pour ça qu'il ressort cette année. Mais c'est très bien, Voilà. Donc, chères auditrices, allez vous procurer ce livre aussi, Bain de sang sur la Riviera. Voilà. Ou alors, parce que l'autre, il est épuisé. L'autre, il est épuisé. On a vendu 7000 quand même. L'éditeur a tenu à ce qu'on change et la couverture et le titre. Voilà, donc ça fait un nouveau titre, titre ancien. Quoi, en quelque Tout à sorte. fait. Et il y a eu Métal Noir aussi, alors là, c'est du hard rock. Alors là, je suis remonté un petit peu aux sources de mes 20 ans, si je peux dire. J'avais à l'époque créé un groupe de rock, hein, plutôt branché effectivement Deep Purple, Black Sabbath, tous ces Ten Years After, j'en passais des meilleurs. On jouait avec des copains dans les maisons des jeunes, c'était très sympa. On jouait un peu fort. Bon, heureusement que j'ai pas persisté parce que je pense qu'on serait devenu sourd à un moment donné. Mais du coup, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, voilà. Et j'ai imaginé une histoire d'un groupe de rock qui fait une tournée en Russie. Je revenais de Russie quand j'ai écrit ce bouquin. C'était avant qu'on se fâche avec notre ami Poutine. Donc j'avais beaucoup navigué entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Naviguer, c'est le mot, parce que je l'ai fait en bateau, en fait. Oui, on peut le faire en bateau, voilà, on peut même aller en Finlande, voilà. de Saint-Pétersbourg. Voilà. Très intéressant, d'ailleurs. Et j'ai imaginé, en citant mon propre groupe à l'époque, qui s'appelait Agonizing Pain, j'ai imaginé que ce groupe anglais, enfin britannique, partait faire sa tournée là-bas. Mais avant de faire la tournée, le leader du groupe allait à Saint-Pétersbourg rencontrer le chanteur de Deep Purple. Voilà, Ian Gillan, pour ceux qui connaissent Deep Purple.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, non seulement Saint-Pétersbourg est une très jolie ville, mais Deep Purple était la star reçue par toutes les huiles soviétiques russes, en l'occurrence. Ils étaient reçus par Medvedev, par Poutine, à l'époque, comme des rois. Les Russes sont des fans de hard rock. Oui, mais les Russes aiment beaucoup de choses. Voilà. Donc j'ai dit, ça tombe très bien, ça me permet de cadrer mon histoire de hard rock avec mon groupe de hard rock qui fait une tournée. La tournée se finit difficilement parce qu'en Russie, c'est pas simple d'avoir toutes les autorisations nécessaires, etc. Donc à un moment donné, il laisse tomber, il termine en Angleterre, mais ça montre vraiment comment ça se passe dans un groupe de rock. Et il y a l'attente d'un des musiciens en plus qui se fait assassiner. Donc on revient un peu à cette veine du thriller. Voilà. Et puis il y a une histoire d'amour avec tout à fait. Lena, avec une jeune russe. Une jeune russe, voilà. Et puis après, il rencontre une hôtesse de la Lufthansa. Ouais. Ah bah, mon musicien, le leader du groupe Agosin Pain, c'est un séducteur, lui. Il est dans la séduction, donc c'est vrai que il est marié, mais malgré tout, voilà. Voilà, donc je vous conseille aussi ce livre, Métal Noir. Hein, allons-y, donc il y a 3 livres aujourd'hui. Métal Noir, donc, qui est publié à la Gauloise. Tu as plusieurs éditeurs, tu as cette chance-là. Voilà. Coup de sang, bain de sang sur la Riviera, au lys bleu. Et puis le dernier, Terreur dans le Township, publié chez notre ami André Israël. Édition Encre Rouge. On ne va pas terminer cette émission sans faire mon petit questionnaire de Proust, parce que je sais que le temps file vite. Tu es quelqu'un qui parle beaucoup, et bien d'ailleurs, et on est passionné par ton écoute, Hugues, aujourd'hui. Mais on termine par ce petit questionnaire de Proust que je t'ai soumis, qui était le questionnaire original de Marcel Proust, revisité par Bernard Pivot dans Bouillon de Culture. Hugues Poujade, Hugues, quel est ton mot préféré? Bouteille. Bouteille. Pourquoi? Parce que je suis un grand amateur de vin. D'accord. Voilà. Et le mot que tu détestes? Abracadabrantesque. Oui, qui est le mot de Chirac. Qui est le mot de Chirac, oui. Pourquoi? Parce que ça m'énerve, ça fait un petit peu pédant. Moi, je ne me verrais pas passer... Ou alors, c'est un défi, mais je ne me verrais pas placer ça dans un roman, par exemple. C'est pas facile. C'est compliqué. Voilà. À moins d'être magicien. À moins d'être magicien, voilà. Abracadabra. Tout à fait. Ta drogue favorite? Bon, si je m'appelais Dernier, je te dirais la coke, mais enfin, en l'occurrence, c'est plutôt le vin, quoi. Le vin ou la bière, parfois. Ou la bière, voilà. D'accord. Le son, le bruit que tu aimes? La guitare, mais ça c'est normal, j'avais un groupe de rock à l'époque, ça laisse des séquelles. Oui, et puis il y a Métal Noir. Il y a Métal Noir de plus. Voilà, en plus. Hein. Et le son, le bruit que tu détestes? Alors c'est le bruit des poubelles le matin, notamment dans Paris. J'ai eu le malheur d'habiter pas très loin d'un centre où ils ramassaient, où les camions poubelles partaient. Tu habitais où à Paris, tiens, en fait? Eh ben, le centre des poubelles en location, il était du côté du boulevard Port-Royal. D'accord. Qui est en face l'hôpital. À ce niveau-là, c'est l'hôpital Port-Royal, tout simplement. J'habitais pas loin, j'habitais à Alésia, dans le 14e. Et alors, ce qui est extraordinaire, ça boucle un petit peu avec ce qu'on disait avant, dans cet immeuble habitait également Philippe Solers. Ah, le grand Philippe Solers, qui fume une cigarette. Je m'en suis rendu compte que plus tard. Voilà. Grand séducteur. Tout à fait. Voilà. Alors ensuite, ton juron, gros mot, blasphème favori? Alors mon blasphème favori, c'est Gast. Alors c'est breton, raconte-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un juron breton qui veut dire très grossièrement bordel de merde. Je rappelle quand même que ma mère était bretonisante. Moi, quand gamin, je suis allé dans les cercles celtiques où les gens parlaient breton, écoutaient la radio en breton. Etc. Tout le monde dansait les danses folkloriques de l'époque. Enfin, bon, c'est bien, ça me rappelle Jean-Pierre Mariel dans les galettes de Pont-Aven. C'est tout à fait ça, oui. Il dit nom de Dieu, le bordel de merde aussi. Voilà, c'est ça. Ensuite, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Un homme ou une femme. Hein, j'aurais bien vu Jean-Léon Lallier. Bon, pourquoi pas? Sur un billet de banque, ça aurait pu être drôle. Pourquoi pas? Le métier que tu n'aurais pas aimé faire, Hugues? Eh ben, c'est un peu lié au bruit des poubelles. J'aurais pas aimé être éboueur. J'estime qu'il il en faut, malheureusement. Enfin, ou heureusement, il en faut, mais c'est pas un métier qui m'aurait plu, très honnêtement. Bien sûr. Ou croque-mort à la rigueur, mais bon, c'est... Non plus. Voilà, non plus. D'accord. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné, si la réincarnation existe. Eh ben, j'aimerais être un grand cactus cierge. Ce qu'on appelle les grands cactus cierges, c'est ce qu'on voit parfois dans le désert d'Amérique, notamment au Joshua Tree Park, qui est un parc... vu dans le Nevada, beaucoup à Las Vegas, autour de Las Vegas. Exactement. Parce que c'est le seul arbre qui peut se défendre tout seul, en fait. On ne va pas attaquer un cactus cierge de 3 mètres de haut, déjà. Non, parce que c'est piquant. Voilà, on peut se faire mal. Ben, c'est bien. Et terminer ma dernière question. Si Dieu existe,
Qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire à toi, Hugues Poujade? Qui me disent c'est pas trop mal. C'est pas si mal, voilà, c'est pas trop mal. Ouais, D'accord. voilà. Ok, bah c'est bien, ainsi se termine notre émission La Parole au Livre. Alors, on va se donner rendez-vous le mois prochain, mais toutes les semaines, vous avez ma rubrique La Parole au Livre, tous les mercredis à 11h10. Hein. Mais là, c'est 10 minutes, mais le live, c'est une fois par mois, 30 minutes, en direct avec un invité, et on a un peu plus de temps, on peut se poser, on peut parler. Je rappelle mes 3 derniers livres de la journée. Terreur dans le Township, avec une très jolie photo d'un criminel. Ah oui. Qui est publié aux éditions Encre Rouge par André Israël, Bain de sang sur la Riviera, publié au Lys Bleu, et puis Métal Noir, l'histoire de ce groupe de rock qui tombe amoureux de la belle Léna, du charme de Léna, une jeune russe, par Hugues Poujade, aux éditions La Gauloise. Édition Vansoise d'ailleurs. Vansoise, oui absolument, une édition de Vence qui s'appelle La Gauloise. Voilà. On peut te retrouver un peu partout sur tous les salons. Sur les salons, le prochain après toute la série que je viens de faire, ce sera probablement Colomar. Colomar, voilà. Comme moi. Donc on se verra à Colomar. Tu ne vas pas au salon de La Ciotat, non, pas comme moi. Et par contre, tu as fait un très bon score, un tabac là, au salon d'histoire. Il y a eu le salon du livre d'histoire de Villeneuve-Loubet. Il y a 3 ans, j'avais écrit un bouquin sur la guerre 14-18. Et c'est vrai que ça continue à passionner les gens. Non pas que je sois un spécialiste de 14-18, mais j'ai eu la chance de retrouver les carnets de guerre de mon grand-père, qui est agent de liaison dans les tranchées, et j'en ai fait un roman en fait. Voilà. Formidable. Allez Merci, les amis, je vais reprendre la main puisque vous savez qu'on va terminer cette émission avec le Mac de la Riviera, version plus raccourcie. En tout cas, je remercie notre ami Hugues Poujade qui est venu sur notre antenne, bien sûr invité par toi, mon cher Pascal Marmé, et pour lui faire une petite dédicace pour reprendre la suite de notre programme, un petit groupe celtique, Panic Celtic de Mano pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une petite dédicace. Merci, et puis on retrouvera bien sûr l'ensemble ce soir sur nos réseaux. La photo. Merci les amis. Allez, c'est le retour de la musique bien sûr et du Mac de la Riviera. Le temps qu'on se dise au revoir. Bye bye à tous. Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. La radio 100% soleil. La radio 100% soleil.